Bonjour tout le monde, il sera question aujourd'hui du film L'Outsider, réalisé par Christophe Baratier, qui revient sur l'affaire Jérôme Kerviel, celui qui a pris pour toutes les banques et pour tous les autres traders quand la crise des subprimes américaines a débarqué en Europe et en France en particulier. Le film le suit de son arrivée à la Société Générale jusqu'au moment où l'affaire est révélée et se pose donc la question de la finance, qui sont les vrais responsables, qui sont les vrais coupables, est-ce que ceux qui sont accusés sont les bons? Le film essaye de ne pas avoir de point de vue biaisé, bien que basé sur le livre qu'a écrit Jérôme Kerviel lui-même, mais le réalisateur a été chercher des témoignages et a essayé d'amener le point de vue d'autres personnes, en particulier en lisant des livres à charge également. Et le film donne un portrait plutôt intéressant du monde de la finance, sans être complètement biaisé d'un côté ou de l'autre, sans dire que ce sont des pourris totales et sans dire non plus que ce sont des saints qui ont fait ce qu'il fallait, parce que ce serait un peu exagéré. Et donc c'est un film plutôt intéressant. Il y a beaucoup de gens qui vont le comparer au Loup de Wall Street, et je dois dire que l'Outsider ne pallierait pas tant que ça de la comparaison, parce qu'on va pas dans les mêmes excès, c'est sûr, et c'est pas Scorsese derrière la caméra non plus, mais franchement, le film est vraiment bien foutu, vraiment intéressant. Je m'attendais pas vraiment à l'aimer, je pensais que ce serait très emmerdant. Et au final, on a un film qui est à la fois divertissant, esthétique, bien fait, avec un message intéressant, et qui est un vrai thriller économique, qui tient en haleine du début à la fin, et donc je tire mon chapeau. Et si vous voulez un avis global avant d'entrer un peu dans le détail, oui, je vous conseille d'aller voir L'Outsider, j'ai bien aimé, et je trouve vraiment le film très intéressant et très surprenant dans le paysage français. C'est rare qu'on arrive à parler de nos affaires graves en France, et si on y arrive, c'est bien des années après. Par exemple, l'affaire SK1, qui a été sortie au début de l'année dernière, on l'a fait 10 ans après, en gros, un truc dans ce genre-là. Les Américains, eux, savent directement utiliser ce qui s'est passé dans leur histoire récente pour l'adapter en film. Certains vont dire que c'est parce qu'ils n'ont pas d'histoire tout court, mais en tout cas, ils sont beaucoup plus doués que nous pour traiter leurs thèmes d'actualité et en faire des films rapidement. Alors, rapidement, le film a mis 5 ans à se monter quand même. C'est compliqué dans le milieu français. Ça reste quand même pas trop tard. La plupart des gens se rappellent encore qui est Jérôme Kerviel. Et le film est vraiment intéressant. Alors, il joue quand même sur le fait qu'on ait dû mettre un petit peu de temps. Il y a une partie du film qui joue sur le fait qu'on sache pas trop finalement quels sont les tenants aboutissants de cette affaire. Mais pour le reste, c'est vraiment un film qu'on a du mal à voir habituellement dans le parcours français. Il faut vraiment le soutenir pour cette raison-là. C'est même un film visuellement différent par rapport au cinéma français. Le parvis de la Défense, par exemple, la Défense en général, le quartier de la Défense qui est dans la périphérie de Paris, est très rarement filmé au cinéma. C'est assez peu courant de voir des films qui s'y passent. Pourtant, architecturalement, ça fait des plans magnifiques. Si on a envie d'avoir un décor avec des visuels intéressants, le personnage qui marche tout seul sur l'esplanade de la Défense, avec l'arche de la Défense qui fait à peu près ça dans le cadre, on va dire elle est à peu près ici, le haut qui est ici, donc parfaitement cadré en haut du cadre, les escaliers qui doivent commencer à peu près là, et le mec qui fait cette taille-là, qui marche en dessous, là, qui parcourt tout le cadre, rien que ça, visuellement, c'est vachement intéressant, et ça se fait de moins en moins dans le cinéma français, voire plus du tout. Ça se faisait beaucoup à une époque, mais depuis quelques temps, vraiment, c'est devenu rare de voir des décors particulièrement recherchés dans les films. On tombe plus dans des appartements parisiens. Et il y a un manque de variété dans les films, et là, vraiment, il y a une variété, ne serait-ce que par le choix du décor, mais aussi la façon de le filmer. Même quand on va sur la côte bretonne, parce que Jérôme Kerviel est breton, et qu'on veut juste filmer la Bretagne, et la province par exemple est très bien filmée dans ce film-là, c'est jamais traité comme ça à la moelle juste parce que on doit être là-bas, il y a vraiment une esthétisation, ils trouvent des beaux plans, des façons intéressantes de filmer ces villes. Et même quand on est en Bretagne, il y a une façon de filmer par exemple qui est très rare dans les films français, un simple panoramique vers le bas. On démarre sur le ciel et on descend sur la maison ou ça doit être un hôtel particulier, je crois, qui filme en Bretagne. Je vois à peu près où il est. Et du coup, il y a une façon de filmer comme ça même les bâtiments. Excusez-moi, je me suis perdu 2 secondes. Il y a une façon de filmer les bâtiments qui est vachement intéressante. En particulier, là je rentre dans le cœur du sujet parce que jusque-là j'étais un peu sur le côté. La tour de la Société Générale, qui est filmé d'une façon. Alors je sais même pas si la tour de la Société Générale est vraiment là-bas et s'ils ont filmé la vraie tour. Je crois qu'on le voit jamais rentrer dedans. En tout cas pas en plan large. On le voit jamais la tour en plan large et lui qui rentre dedans. On le voit toujours rentrer près d'une porte. Donc si ça se trouve ils ont même pas tourné la vraie tour. Ils ont grugé une porte sur un autre bâtiment quelque part qui ressemblait. Mais rien que cette façon de filmer, et on a des plans comme ça magnifiques qui commencent en haut de la tour et qui descendent jusqu'en bas pour récupérer Kerviel qui arrive de dos et qui descend vers la tour et qui y va. C'est
rien que dans cette esthétisation de la façon de filmer la tour, il y a quelque chose, mais cette tour est vraiment filmée très régulièrement. On fait souvent des panoramiques dessus, des plans en grue, il y a beaucoup de plans aériens. C'est un truc tout con. Je me demande même si s'il y aurait pas une interdiction de survoler Paris à une certaine altitude, et c'est pour ça qu'on n'aurait pas de plan aérien de Paris dans beaucoup de productions. J'en ai vu dans certains films. Je crois que Five l'avait fait d'ailleurs, un truc que j'avais bien aimé. Film français qui est sorti il y a peu de temps. Mais des plans aériens de Paris, c'est très rare. Et là, des plans aériens sur des grandes tours de verre illuminées c'est d'habitude des plans qu'on a dans les films américains. On n'a jamais ces plans. Je vais le dire. On n'a jamais ces plans dans le cinéma français. On ne filme quasi jamais les tours comme ça. Les rares films français qui ont dû le faire, c'était sans doute des productions d'EuropaCorp. Et des trucs sans doute beaucoup plus axés sur le divertissement que sur des sujets sérieux. Là, pour le coup, c'est un sujet sérieux, mais qui filme ça aussi, donc c'est intéressant. Mais vraiment, rien que dans le visuel, il y a ce truc de la tour Société Générale, et je crois qu'en plus, il se focalise beaucoup dessus, le réalisateur, Baratier, excusez-moi, parce que on sent que le personnage fait une espèce de fixation sur cette tour. Elle est tout le temps filmée, en nuit, en journée, quand il pleut, quand il vente, il y a toujours un moyen pour qu'on regarde par la fenêtre et on voit la tour. Quand il est pas dedans, parce que au bout d'un moment il arrive dans la tour et il regarde l'extérieur depuis la tour, mais pendant tout un moment on le voit fasciné par cette tour et on sent qu'il a envie d'être là-dedans. C'est même pas pour gérer de l'argent forcément, on sent qu'il y a une espèce de truc, il voulait bosser à la Société Générale, genre pour lui c'était l'espèce de Graal comme ça, de pouvoir bosser dans la tour et d'être un grand et machin. On parle un peu au début du fait qu'il soit breton et qu'il arrive à la grande ville, à Paris, et que ce soit donc son rêve de réussite un petit peu, ce qui explique aussi un peu le parcours du personnage, sans en faire un mec candide du tout. C'est pas du tout il y a peut-être des gens qui vont croire avec ce que je dis que c'est pour essayer d'excuser complètement le mec. On n'essaie pas du tout de faire croire que c'est un mec candide qui a débarqué vraiment ignorant de sa province et de sa campagne et qui s'est fait défleurer dans un coin d'une tour. Non, c'est le mec a accepté les challenges et accepté de repousser les limites en fait de plus en plus. Et c'est plutôt ça que le film montre que de montrer que c'est un mec tout candide et qui aurait rien compris et qui se serait fait avoir comme un bleu. À propos des bleus d'ailleurs, alors je vais dire deux trucs vite fait avant d'entrer. L'acteur qui joue Jérôme Kerviel, qui s'appelle, on ne fait pas plus français, Arthur Dupont, excellentissime. Je l'avais vu dans 2-3 films avant, il était dans des rôles plutôt secondaires. Là, en rôle principal, il tient le film de A à Z, et il a une façon de jouer qui est incroyable. François-Xavier de Maison a enfin trouvé un rôle qui lui convient, c'est-à-dire jouer ce qu'il était avant, c'est-à-dire un courtier en banque. Pour le coup, je l'ai jamais trouvé aussi juste que dans ce film-là. Et il y en a un dernier que je voulais noter, c'est un acteur des Bleus. Alors la série Les Bleus, pas un truc sur le foot, mais la série Les Bleus, qui était une série sur les flics faite par M6, qui était vachement bien, et il y avait un mec qui jouait un petit jeune qui s'appelait Belloumi, et son vrai nom c'est, alors je crois que c'est Mohamed mais sans O, et je crois que c'est ça qui se pense Mahmed, mais je suis pas sûr, complètement ignorant, je suis navré, soit Mohamed, soit Mahmed Areski, faux sur toute la ligne. C'est un très bon acteur, je suis super content de le voir dans ce film. C'est tout con, mais je l'ai vu, je fais ah Belloumi, le nom de la série en plus. Je n'ai pas fait cette voix aiguë en salle, j'ai été plus discret. Retournons à la mise en scène. Après avoir dit que tous les acteurs sont excellents. Donc il y a vraiment cette espèce de fascination pour la tour qui est très bien transcrite juste par les plans et la façon de filmer. C'est dommage, il y en a juste un qui est un peu foireux. Ils veulent faire une ellipse en faisant partir la caméra de Kerviel. Ils arrivent sur une fenêtre qui filme donc le panorama sur Paris. Là, c'est plus la tour, il est dans la tour. Et ensuite, la caméra finit son panoramique et quand on revient, en fait, il y a eu une ellipse. On n'est plus au même moment. Les mecs ont changé de vêtements, ils sont passés par la même situation et du temps a passé. Manque de bol. Je crois que c'est le seul moment où ça se voit que c'est un trucage. J'arrive pas à savoir si les autres fois c'est aussi un trucage parce que il y a des plans de nuit avec les lumières de la ville qui clignotent au loin et la tour Eiffel qui tourne, etc. Et ça a l'air d'être vrai, mais pour ce plan-là en particulier, j'ai l'impression que c'est vraiment une photo, ça fait vraiment pauvre photo photoshopée ajoutée au programme de montage et avec un panoramique sur une photo. Je sens pas les déformations des distances qu'il devrait y avoir normalement quand on fait un panoramique. Même avec un panoramique, normalement, il y a des trucs où on sent que il y a un truc qui passe mal là dans cette image-là et je crois qu'elle est fausse. C'est la seule, donc je vais pas rester dessus 3 heures, mais il y a juste un petit plan qui à un moment est pas ultra ouf et ultra bien fait. Il y a toujours dans le style, c'est un film très différent pour le cinéma français. Il y a un très beau plan avant de montrer. Il y a un plan magnifique où on démarre en grue. C'est tout con hein, parce que l'événement va être marquant après, mais le plan de base commence de façon toute conne, mais on filme la défense, on filme autre chose, je peux pas vous dire sinon je spoil, et la caméra passe au-dessus d'un petit muret.
en grue, et une fois qu'elle est passée au-dessus du muret, au lieu de rester au-dessus, un truc dans ce genre-là, elle descend et elle continue à avancer, elle va vers un autre endroit. On a un vrai beau travelling rotatif à la grue qui est différent en hauteur et tout, enfin un très beau plan en grue, très bien fait, et il met une puissance très très forte à ces images. Je peux pas vous dire ce qui se passe dedans, sinon je vous spoil le tout, mais il donne un aspect très grandiose à cette image, très lourd, très pesant et très beau. Je sais pas, ce plan est magnifique. Ça finit avec la tour justement de la Société Générale presque menaçante au fond du cadre, enfin, en contre-plongée, très beau. Très très beau plan. Et un autre petit truc qui est peut-être pas très habituel, on n'aime pas faire des montages trop épileptiques et trop rapides en France. Et là pour le coup il y en a, mais il y a aussi plein de montages en fondu, plein de montages pour faire passer le temps, qui sont pas habituels. C'est pas qu'on en fait pas du tout en France, mais pas habituels dans le cinéma français. Vous savez, des moments où on va vouloir passer des grosses périodes sous ellipse, vouloir les résumer rapidement. Et on va faire plein de petits cuts de quelques secondes et en enchaîner plein. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un fondu, fin de la scène et puis passage à une scène suivante, c'est la scène résumée par plein de fondus. Donc on voit un mec en train de faire un truc et puis fondu, il fait autre chose, et puis fondu, il fait autre chose, et puis machin. Et vraiment une façon intelligente et très bien gérée de filmer tout ça. J'ai parlé de la grue, j'ai parlé de ça, parce qu'il y a un postillon qui vient de partir. Je vais revenir vite fait à la comparaison avec Scorsese. Il n'y a pas besoin d'avoir des milliards de traders pour faire un film impressionnant. Parce qu'il y a une scène de trade toute conne, une des premières scènes qui vit en fait, le personnage de Kerviel, c'est une des premières scènes qu'on vit avec lui, et c'est intéressant parce qu'on vient d'avoir plein de scènes qui nous montrent leurs débauches et leurs excès. Alors évidemment ils sont pas au niveau des Américains, ils sortent en boîte que le jeudi soir, ils sont pas aussi ouf et à fond dans la coke qu'on peut le voir dans les films américains. Donc du coup on les a vus avoir quelques excès, et après on les voit faire du trade, et à ce moment-là du coup ça excuse presque comment ils sont. C'est-à-dire qu'on voit comment ils sont avant de voir comment ils bossent, et quand tu vois comment ils bossent, tu dis ah, ça a l'air quand même bien stressant ton job. Tu m'étonnes que tu pètes un plomb en finissant ta journée, et surtout en gérant des sommes pareilles. Et il y a une façon intéressante, enfin, il n'y a pas besoin donc effectivement d'avoir des millions de figurants pour filmer les scènes de trade et montrer les excès. Dans un Scorsese, on a des perspectives monstrueuses avec des tonnes et des tonnes de bureaux à perte de vue et plein de mecs tous en train de faire du trading. Et là, on a un beau plan en caméra qui recule simplement depuis l'horloge jusqu'à cette petite salle de trade. Il y a une trentaine de personnes, mais juste avec le mixage sonore, juste avec la façon de filmer, en faisant des gros plans, en faisant la façon de faire les plans, on arrive du coup à dynamiser cette scène et en faire un truc vachement impressionnant sans avoir besoin d'avoir les moyens qu'avait Scorsese sur le Loup de Wall Street. Tous les personnages sont bien développés, tous les personnages sont intéressants. Il y a un autre mec, ça s'appelle un courtier, je crois, qui l'assiste. Je me suis pas renseigné sur le mec, mais l'acteur est vachement bon aussi, enfin celui qui jouait ce personnage-là. Et faisait aussi un personnage assez intéressant, et on essaye de développer les personnages sans aller trop non plus dans un portrait trop négatif, comme je l'ai dit, on essaye plus d'expliquer ce qui se passe, même si on montre les excès, l'humiliation. Le personnage de François-Xavier de Maison, il est complètement barré, il appelle tout le monde ses apôtres ou ses machins, enfin, le sujet est traité dans une globalité, et je trouve que c'est plutôt bien fait et bien tenu jusqu'au bout. C'est jusqu'au dernier plan. Le dernier plan était très joli aussi. Peut-être un peu trop de texte à la fin, mais manifestement c'est une affaire compliquée à résumer, donc il y avait besoin de quelques panneaux de texte en plus à la fin. Pour terminer sur un petit point, je sais pas d'où, mais la musique me dit quelque chose dans ce film. Je sais pas s'ils se sont beaucoup inspirés d'une autre musique pour faire celle de ce film-là, ou si c'est moi qui vois des parallèles, mais la musique de ce film me disait quelque chose et j'ai pas réussi à savoir quoi. Si jamais ça vous dit quelque chose et si vous l'avez vu, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Voilà, encore un film que je pensais vraiment pas trop apprécié dans le cinéma français, et en particulier sur la finance, et j'en ressors plutôt convaincu. C'était intéressant, assez audacieux, bien traité, de A à Z, de la part du mec qui nous a fait Les Choristes ou La Nouvelle Guerre des Boutons. Je pensais pas que le film pourrait être aussi intéressant, et finalement, bah ouais, c'était pas mal du tout, et je vous encourage à aller le voir, ça peut être intéressant à voir. Voilà, écoutez, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!